Elle est la pièce maîtresse de nos réseaux, un concentré de technologie bien plus fin que nos cheveux et qui fait circuler l'information à la vitesse de la lumière. Mais au fait, c'est quoi la fibre optique? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Jérôme Nicole. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Métadonnées. Alors tu es ingénieur, expert en réseau notamment et consultant en réseau télécom. Merci d'être avec nous pour nous expliquer finalement une techno qui est pas si récente que ça et qu'on a tous chez soi, enfin tous. C'est un peu l'idée, c'est le but, mais en tout cas qui permet d'avoir cet Internet à l'ultra haut débit, j'ai envie de dire, la fibre optique. Mais déjà, justement, Jérôme, je voulais revenir avec toi sur l'origine de la fibre optique. Ça remonte à quand, la fibre optique? Parce qu'on a l'impression que c'est hyper récent. Quand je dis hyper récent, c'est, 15-20 ans, mais c'est plus vieux que ça, en fait. Alors, en fait, ça remonte à une date qui va choquer beaucoup de monde, mais les Grecs savaient déjà transporter de la lumière dans du verre. D'accord. Bon, ils n'avaient pas TikTok non plus. Non. Le premier usage de la transmission optique, c'était le photophone de Bell. C'était à la fin du 19e siècle. D'accord. Voilà. Et la fibre optique telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc à base de silice dopé, ça remonte aux années 70 en fait. C'est les laboratoires de Corning qui ont mis ça en place. Ah, c'est marrant, c'est Corning, parce que Corning, pour le petit clin d'œil, donc c'est une boîte qui fait du verre, mais du verre de haute technologie. Et Corning d'ailleurs, c'est aussi le verre qu'on a sur nos smartphones, le Gorilla Glass, qui est incassable, incassable. En théorie, incassable, qui est sur quasiment tous les téléphones du monde, que ce soit du Samsung, du Google, de l'iPhone. Donc Corning, c'est cette boîte qui fait à la fois le verre de nos iPhones, quelque part, et qui fait aussi le verre de la fibre optique. Exactement. Voilà. Et donc, on a commencé à utiliser, donc dès les années 70, des fibres optiques dans les télécommunications. À la base, c'était pour raccorder les centraux téléphoniques entre eux. Parce que c'était beaucoup plus efficace, parce que les câbles pour transporter des centaines d'appels en même temps, voilà. Ça a été utilisé ensuite dans les câbles sous-marins. Depuis finalement assez peu de temps dans ce qu'on appelle la boucle locale, c'est-à-dire le raccordement des utilisateurs finaux. La première expérimentation de raccordement direct de l'abonné en fibre optique, c'était en France. C'était à Biarritz en 79. Voilà. C'est le premier abonné fibré. Donc avant Internet, évidemment. Oui, enfin, il y avait déjà quelques morceaux d'Internet. Oui, mais avant l'Internet tel qu'on le connaît, voilà. Bien sûr. Et donc, à Biarritz, en fait, le service permettait de transporter de la télé, de la visiophonie et quelques services télématiques à l'époque. Et donc, c'est une expérimentation qui a duré de 79 à 91, en fait, qui avait été commanditée à la Direction Générale des Télécoms par Giscard. D'accord. Donc, en gros, ce que tu nous expliques, c'est que la fibre, depuis les années 70-80, on a commencé à la mettre, on va dire, dans les points névralgiques du réseau, finalement. Mais après, tout ça, c'était pour connecter les centres de données, etc. Et puis après, quand il y a eu Internet dans les années 90-2000, là, on est repassé par le cuivre, c'est-à-dire, une fois qu'on avait ces réseaux liés entre eux, on repassait quand même par le cuivre pour aller jusqu'à l'abonné. Et puis la deuxième étape, grande étape, c'est de remplacer cette partie en cuivre, et là on est en plein dedans actuellement, par la fibre pour finalement ne jamais rien perdre de la vitesse de la donnée. Alors, est-ce que je me trompe? La fibre par rapport au cuivre a plusieurs avantages, mais aussi quelques défauts. Le principal avantage, en fait, c'est que le débit d'information qu'on peut transporter sur une fibre est virtuellement illimité. Aujourd'hui, le record est de l'ordre de 10 pétabits par seconde. Voilà. Alors, il faut qu'on revienne quand même. Alors, je fais une petite incise quand même. Explique-moi comment, dans du verre, je mets concrètement de l'information numérique et une vidéo YouTube. Alors, l'information est transmise par des pulsations optiques. Assez binaire, donc c'est ce qu'on appelle le codage NRZ dans la plupart des cas. Donc on a des lasers qui vont éclairer à différentes longueurs d'onde et qui vont être collimatés pour injecter la lumière dans l'extrémité de la fibre et pour que le même appareil puisse la recevoir de l'autre côté. Donc c'est du 0 et du 1 C'est à peu près, oui. C'est déjà du 0 et du 1.
Voilà, et on va coder directement dessus une trame donc de type GPON ou ATM ou alors Ethernet. Là, tu me parles chinois. Alors, c'est la fête aux acronymes. Ouais, non, parle-moi, faut que tu me parles en français. Faut que tu me parles en français, c'est pas grave, n'aie pas peur de simplifier. Voilà, et grosso modo, l'information est encapsulée comme elle serait dans un câble de réseau local. D'accord, ok. Mais ça passe par la lumière, ce qui fait que, vu que c'est de la lumière dans du verre, ça va à la vitesse de la lumière par définition. Oui, mais la vitesse de la lumière dans le verre n'est pas la même que dans le vide. Oui, mais enfin c'est pas mal quand même. On est à peu près 2/3 de C. Donc ça fait 200 000 km/s. Contre 300 000, je crois, dans le vide. C'est ça. Ok, oui. Pas mal. Vas-y, reprends donc de ce que tu me disais. Donc tu m'expliquais justement que c'était utilisé d'abord dans les infras structurels, j'ai envie de dire, avant d'être peu à peu que ça remplace le cuivre. Mais tu me disais, tu comparais les avantages et les inconvénients avec le cuivre. Donc, premier avantage, la fibre donc, peut transporter beaucoup plus d'informations. En termes de débit. Le deuxième avantage, c'est que, alors, c'était pas le cas au tout début, mais c'est extrêmement moins cher que des câbles en cuivre. D'accord. Voilà. Ce qui n'est pas intuitif. Oui, c'est beaucoup plus compact. Et en fait, c'est la baisse progressive des coûts de fabrication et les progrès technologiques dans la composition même des fibres qui ont permis de les rendre accessibles suffisamment pour qu'on puisse faire de la boucle locale avec. D'accord. Un autre point qui est important sur les fibres modernes, c'est que l'atténuation du signal sur la distance est extrêmement faible. On parle de 0,2 à 0,3 décibels par kilomètre. Donc, ça veut dire qu'en fait, je ne perds pas d'informations. Alors, je ne perds pas de la qualité du signal. Exactement. Et on peut, avec des optiques relativement, je dirais, de commodité, shooter 20, 40, 80 km sans équipement intermédiaire. D'accord. Alors qu'avec le cuivre, il faut que je mette des relais régulièrement, en fait, pour reprendre, pour s'assurer que le signal ne soit pas... qu'il n'y ait pas de déperdition dans le signal. C'est ça. Et la raison pour laquelle on pouvait avoir 20 mégas en ADSL quand on habitait sur le répartiteur téléphonique, mais que c'était 512K au bout de 6 km, c'est exactement ça. Parce que dans le cuivre, en fait... il y a une déperdition due à deux phénomènes. Alors, premièrement, le cuivre a une résistance électrique, donc ça affaiblit le signal avec la distance. Et deuxièmement, toutes les paires de cuivre qui passent dans les mêmes câbles vont échanger des interférences entre elles, ce qu'on appelle la diaphonie. Et donc, pour le coup, le signal se dégrade. Donc, c'est comme si l'information, c'était une balle. Avec du cuivre, je lance la balle. Elle retombe au bout de 10 mètres, donc il faut quelqu'un pour la relancer en permanence. Avec la fibre, je lance la balle, elle va sur la Lune. Voilà, c'est ça, en gros. Voilà. C'est à peu près ça. D'accord. Et donc, finalement, une fois qu'il y a eu la production en cuivre, ça devient moins cher, finalement, de produire de la fibre que du cuivre. C'est ça. Et ça prend... Parce que le cuivre, en plus, c'est cher en soi. Enfin, la matière première est chère aussi. Exactement. Et elle est limitée. Ouais. Voilà, oui. Alors que la silice, c'est quand même le principal composant de la croûte terrestre. Donc, on a a priori un peu de marge. Voilà. Et c'est toujours Corning, donc cette boîte qui fabrique la fibre pour. C'est quoi? C'est le leader du secteur? Alors, c'est le leader technique. En termes d'innovation sur les nouvelles compositions de fibres. Là, ils ont sorti il y a 2-3 ans la ULL, donc Ultra Low Loss, qui est une fibre qui est plutôt faite pour faire de la longue distance, et donc avec une optique qui était donnée pour à peu près 80 km, maintenant tu peux en taper 120, 140. Oui, parce que du coup, tu me disais, ça va à 200 000 km/s versus 300 000 vitesse de la lumière. Bon, ok. Alors, j'imagine qu'une partie du progrès technique peut être de se rapprocher de ces 300 000, mais c'est pas possible. Ah non, ça c'est de la physique. Ça c'est de la physique. Voilà. Donc par contre, c'est de durer le plus longtemps possible. J'imagine que du coup, le progrès technique, c'est que de réduire l'atténuation pour pouvoir porter plus loin possible. Et il y a une autre innovation pour le coup, c'est les fibres à corps creux, où là, pour le coup, on se retrouve avec du vide ou un gaz au cœur de la fibre, au lieu d'avoir une silice avec un certain indice comme cœur et avec un autre indice comme gaine. C'est-à-dire que ce que tu me dis, c'est que la lumière peut passer dans le verre, mais pas uniquement. Ah dans le vide, ça marche aussi. Oui, mais on l'utilise pour Internet, pas que dans le verre. Alors,
Des déploiements de grande échelle aujourd'hui sur de la fibre creuse, ça n'arrive pas encore parce que la fabrication est quand même beaucoup plus complexe, donc beaucoup plus chère. Mais s'il y a des travaux de recherche et des prototypes industriels. Et parce que pourquoi on a utilisé du verre à la base parce que tu me dis effectivement la lumière elle passe dans le vide aussi. Mais il faut la guider, j'imagine qu'il faut la. Oui, mais c'est relativement simple en fait à fabriquer. C'est notamment les processus de diffusion gazeuse qui ont été brevetés initialement par Alcatel. Ouais. Donc Cocorico. Ouais. Et ça s'est bien industrialisé. Et tu vois, en France, on a 2 boîtes qui fabriquent de la fibre. On a Prysmian qui est dans le Pas-de-Calais et Acom qui est une coopérative basée dans la Manche ou dans l'Orne. D'accord. Donc il y a des boîtes françaises qui fabriquent de la fibre. Qui fabriquent de la fibre. Et du coup, est-ce que du point de vue de l'abonné, toutes les fibres se valent ? Est-ce que si on met un câble ou un autre, mon débit sera différent, ou est-ce que ça joue à la marge ? Alors en fait, la fibre va être globalement la même parce que les types de fibres sont normés. Alors c'est encore des noms barbares, celles qu'on utilise pour la boucle locale optique mutualisée, donc la fibre à l'abonné, elle se désigne G.657A2. D'accord, bon, on va pas retenir ça par cœur, mais en gros, c'est ça, c'est la qualité standard. Voilà, alors que sur du transport en data center, on va plutôt utiliser de la G652D. Bon, d'accord. C'était pour l'anecdote. Donc, c'est en gros, j'imagine que c'est des fibres, ce qu'on appelle peut-être des fibres noires ou des choses comme ça, non ? C'est pas ça ? Alors, noir, en fait, c'est quand tu l'achètes pas éclairé à un opérateur d'infrastructure et que tu vas brancher toi-même tes équipements optiques. D'accord, ok. Et donc, tu as plusieurs types de fibres selon... Non, c'est juste une différence d'offre commerciale. D'accord, c'est purement commercial. Oui. D'accord, ok. Et alors, on utilise la fibre évidemment pour les réseaux, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Oh, il y en a énormément. Il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites, notamment par rapport au génie des matériaux et la construction. Ouais. En fait, tu peux utiliser des fibres qui vont être collées à, par exemple, la surface d'une coque de bateau, moulées dans la résine ou coulées dans le béton. Tu fais passer de la lumière dedans et tu vois comment les interférences se créent en fait quand les matériaux travaillent. D'accord, donc c'est pour de la mesure, c'est des capteurs. C'est ça. En fait, on transforme la fibre en un capteur. On sait même transformer une fibre en micro. Ok. Voilà, c'est-à-dire on mesure les micro-interférences dues aux vibrations. Alors, c'est pas un micro qui va donner une aussi bonne qualité que ce qu'on peut avoir sur le plateau, mais ça permet, par exemple, s'il y a un câble de fibre qui passe dans la rue, de compter les voitures qui passent. C'est suffisant pour avoir des sons comme ça. Ouais. Et ça, c'est utilisé ? Il y a 2 boîtes françaises spécialisées là-dessus. Ouais. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'utiliser les réseaux qui sont déjà existants pour aller prendre des mesures ? Alors, en partie. Où il faut poser on pourrait le faire. La plupart de ces technos, en fait, notamment dans le bâtiment, alors c'est utilisé sur tout ce qui est suivi des bétons précontraints, donc sur du bâtiment fortement technique, ou pour de la mesure en fait de résistance dans le temps dans des zones sismiques. D'accord. Et puis sur des bateaux de course à voile par exemple. Donc là, c'est pas tout à fait les mêmes que celles qu'on utilise pour les réseaux de télécommunications. Mais en tout cas, c'est la même technologie, ça reste de la fibre optique. Bon, on va revenir quand même aux télécoms, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même principalement ça. Il y a un grand plan national, on disait justement, tu parlais de la fameuse boucle locale. Déjà, tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est cette fameuse boucle locale pour la fibre ? Alors, la boucle locale, en fait, c'est tout ce qui raccorde l'intégralité d'une zone à un point de concentration local. Donc, c'est traditionnellement la boucle locale cuivre. On a eu la boucle locale coaxiale, donc avec le plan câble, pareil, dans les années 70. On a eu... pour le coup, deux nouveaux types de boucles locales qui sont en train de se déployer avec de la fibre optique, c'est-à-dire... on a eu aussi la boucle locale radio. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Et on peut considérer que les réseaux cellulaires sont une forme de boucle locale aussi, radio. Mais pour le coup, il s'agit de redéployer donc une boucle locale optique un petit peu mutualisée pour couvrir tous les foyers et entreprises du territoire, mais aussi pour couvrir des besoins plus spécifiques. On a la boucle locale optique dédiée
donc qui elle est construite par quelques dizaines d'opérateurs d'infrastructures ou par des utilisateurs finaux. C'est une entreprise qui a 2 bâtiments raccordés en traversant la rue. Ils peuvent tirer leur fibre en louant des fourreaux qui existent ou en créant les siens. Alors les fourreaux, donc c'est la fibre qui est... c'est les tubes. C'est les tubes qui contiennent la fibre et on peut s'y raccorder parce que finalement déjà la fibre ensuite pour relier pour créer le maillage sur le territoire, on a 2 solutions, soit on passe sous terre, soit on va dans les airs. Il y a beaucoup d'endroits où on est obligé d'aller dans les airs d'ailleurs. Alors, on est obligé parce Quand je dis dans les airs, c'est tout simplement on se met sur les poteaux. Sur les poteaux. Voilà. Alors, en fait, obligé, non. C'est juste parce que s'il n'y a pas de fourreau, s'il n'y a pas les adductions souterraines des bâtiments, alors il faut les construire. Mais pour ça, il faut les planifier, les penser, et donc ça ralentit un petit peu. Puis il y a des zones où, quand c'est une belle rue pavée classée au monument historique... On n'a pas forcément envie... Oui, parce que quand même, pour raccorder à la fibre, il faut faire des tranchées. Oui, donc, mais de toute façon, des tranchées, on en fait tout le temps pour les réseaux d'eau, parce qu'il y a des fuites, pour les réseaux de gaz, pareil, parce qu'il peut y avoir des fuites, pour les raccordements électriques, parce que ceux-là, en aérien, on en fait quand même moins. Et finalement, on pourrait, plutôt que d'ouvrir à chaque fois la route pour un type de réseau, et essayer de coordonner un petit peu, histoire de faire tourner moins de machines, donc brûler moins de pétrole. J'imagine qu'il faut coordonner des équipes et des activités qui sont très très différentes. Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait coordonner, je sais pas moi, Enedis et Orange, par exemple. Mais attention, le problème, c'est que ça taperait méchamment sur le chiffre d'affaires des boîtes du BTP. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient à faire les travaux qu'une fois au lieu de 4. Ah oui, d'accord, pardon, je pensais que tu parlais de ceux qui faisaient les immeubles. Non, c'est ceux qui font les... Ah oui, d'accord. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'elles n'ont pas forcément intérêt à trop mutualiser, mais enfin, je suis d'accord avec toi, mais enfin, dans ce cas-là, on peut se dire aussi que les boîtes, les opérateurs et les fournisseurs d'énergie ont eux aussi, quant à eux, intérêt à mutualiser. Donc il y a des intérêts aussi qui sont contradictoires. Donc, mais ce sont des grosses structures où déjà la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Alors imagine quand il faut encore donner plusieurs de cette taille-là. Oui, c'est compliqué. S'il n'y a pas une volonté politique de le faire... Bon, et on en est où du coup de ce grand plan national ? Donc on le rappelle, enfin tu peux peut-être nous le rappeler, l'idée c'est de fibrer la France. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on part de zéro, puisque pour les raccorder jusqu'à l'utilisateur final, si je prends l'année 2000, en gros il n'y avait pas de fibre jusqu'à l'utilisateur final, on était à zéro. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement combien on est, mais en gros, il y a la moitié des Français qui ont la fibre. On vient de passer, d'ailleurs, selon l'ARCEP, il me semble, on vient de passer la moitié, là, cette année, des Français qui ont la fibre. Quand est-ce que 100% des Français auront la fibre ? Alors, a priori, jamais. Oui. Parce que y a des problématiques très spécifiques à certains territoires ou certains logements qui sont particulièrement inaccessibles. On va dire 99,5%. Ouais. Voilà, ça paraît un peu plus raisonnable. Ça fait 10 ans qu'on nous dit que c'est pour dans 5 à 8 ans. Que dis-je 15 ans. Donc, en fait, on ne sait pas. C'est les travaux, on sait quand ça commence. Oui. Je suis bien placé pour le savoir en ce moment. Voilà. Mais donc, effectivement, donc c'est... pourquoi ? Parce que, il y a des retards qui sont liés au fait justement des fameux fourreaux, des fameuses tranchées. Il y a des retards dans les investissements, il y a un problème de coordination, parce que déjà, on parlait de mutualisation. On a 4 opérateurs en France. Je rappelle au passage, par souci de transparence, qu'ici, chez Tech & Co, on appartient à Altis, qui est également propriétaire de SFR, d'un de ses opérateurs. Peu importe, après on peut raconter ce qu'on veut là, sur le sujet, ça ne change rien. Mais ces opérateurs, est-ce qu'ils mutualisent ? Alors, parce qu'ils ont quand même intérêt. Ils mutualisent juste quand ça les arrange. Tu connais l'adage, privatiser les profits et nationaliser les pertes. Ça fonctionne pareil sur le marché télécom. C'est-à-dire que sur les zones très rentables, ils déploient tous leur réseau en parallèle. Donc là, à Paris, chacun va raccorder chaque bâtiment. Et alors pourquoi est-ce que c'est rentable ? À quel moment ça peut être rentable de faire ça ? C'est le nombre d'abonnés par kilomètre de câble à poser. D'accord. Donc quand c'est très dense. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est rentable ? Et ce serait pas encore plus rentable de se dire qu'on n'a qu'une seule
fibre et qui est ensuite sous-loué aux autres quand il y a besoin, par exemple? Alors, parce que dans ce cas-là, personne ne peut dire j'ai le meilleur réseau. C'est pour ça qu'on a 4 réseaux mobiles, c'est pour ça qu'on a, dans les zones très denses, 4 réseaux optiques, mais aussi pour une autre raison, sur les zones moyennement denses, pour le coup, on mutualise un petit peu. C'est-à-dire qu'on passe tous par la même armoire de rue. Ce qui pose aussi d'autres problèmes. Sur les zones peu denses, typiquement rurales, là, pour le coup, c'est les collectivités qui payent les réseaux, pas les opérateurs. D'accord. Ça, je suppose que c'était dealé, c'est le fameux New Deal, peut-être? Ah non, c'était bien avant. C'était avant? C'était le début du plan France Très Haut Débit, c'était aux alentours de 2008. D'accord. Où, à cette époque, en fait, l'idée des opérateurs était, c'est le patron d'un d'entre eux qui m'a dit ça, on ne peut pas commencer à expérimenter sur ces zones-là, sous-entendu rural dans le contexte, ça enverrait un mauvais signal parce qu'on y attend un subventionnement colossal. Oui, en fait, ils négocient, ils disent vous êtes gentils, nous, bon, Paris, Marseille, Lyon, les grandes villes, dès qu'on déploie 1 kilomètre de fibre, on aura, je sais pas combien de chiffre d'affaires associé, donc ça nous va. Dans les zones rurales, il faut nous aider, en gros. Hein. Oui. Donc il faut que ce soit la puissance publique qui gère ça. C'est ça. Et donc, on a fragmenté le territoire en réseaux d'initiative publique, la plupart à l'échelle départementale ou régionale, mais certains sur des périmètres un petit peu plus petits. Et certains ont été plus ou moins bien contractualisés, plus ou moins en avance, et donc il y a des territoires complètement sinistrés parce que leurs collectivités territoriales s'y sont pris comme des manches. D'accord. Donc ils n'ont pas fait les investissements qu'il fallait, en gros. Ah si, peut-être, mais un délégataire de service public, si on le marque pas à la culotte, c'est rare qu'il fasse correctement son travail. Ouais. Donc il faut suivre de très près. C'est pas juste je signe un chèque, j'ai réglé le problème. Il y a toute une organisation et un pilotage. Et toi, tu penses que dans combien de temps on pourrait potentiellement se dire que 99% des Français pourraient avoir accès à la fibre? C'est très compliqué. Parce que les 50 premiers pourcents, j'ai envie de dire, c'est probablement le plus facile. Mais c'est ça, c'est la règle des 80-20, c'est-à-dire que c'est les 20 derniers pourcents qui vont prendre 80% des efforts. Ouais. Donc on va avoir une asymptote qui va se rapprocher des 99,5, mais on n'y sera jamais complètement. Mais après, alors c'est un argumentaire qui est souvent repris d'ailleurs par les représentants des télécoms et auquel moi j'aurais tendance aussi honnêtement à plutôt adhérer, c'est de dire oui, mais enfin on a créé un réseau de toutes pièces en, allez, même 20 ans, même si c'est 30 ans, par rapport à des réseaux qui ont pris des dizaines d'années et des dizaines d'années à être créés. Je sais pas, le réseau électrique. Enfin, bien sûr. Fibrer un pays, on imagine, et encore la France, bon, c'est un pays qui n'est pas immense, mais enfin, fibrer un pays et raccorder 99% des gens, faire des tranchées dans tout le pays, on imagine, c'est un travail colossal. C'est titanesque. Et puis, après, on peut supposer que c'est un travail qui est fait pour 300 ans, peut-être. Moins, mais on va y revenir. Faut bien comprendre et se rappeler que le déploiement de la boucle locale cuivre, donc du téléphone en France, a pris à peu près 30 ans. Et quand on voulait un raccordement, il y avait une liste d'attente qui pouvait durer jusqu'à 5 voire 7 ans. Ouais. Donc voilà. C'est pas si mal que ça. On s'en sort plutôt bien parce que la densité, le faible coût de la fibre et la multiplicité des acteurs qui participent au développement fait que globalement ça va vite. Maintenant, qui dit multiplicité dit des cas de figure hétérogènes, des qualités hétérogènes. Et surtout cette demi-mutualisation quand ça les arrange à créer des points de faiblesse dans ce réseau qui font qu'on est tellement occupé par le déploiement qu'on ne le maintient pas, ce réseau, et qu'il vieillit mal. Ah, pourquoi ? Parce qu'un réseau, ça vit. Hein. Il y a quelqu'un qui passe dans la chambre, qui piétine le câble. Bon, voilà, il y a des fissures, et donc il faut remplacer ce bout de câble. Et c'est quoi les points de faiblesse d'un réseau comme la fibre ? Le plus gros point de faiblesse, c'est les armoires de rue. Les fameux points de mutualisation de zone, ou autrement appelés plates de spaghetti. C'est ça, donc alors on en voit parfois sur les réseaux sociaux, ou chez soi, ou dans son quartier, ou dans sa cave, on ouvre l'armoire, et alors là, il y a tous les fils de fibres qui sont plus ou moins bien rangés selon la qualité des intervenants, on va dire. Alors, c'est pas seulement une question de qualité des intervenants, qualité des interventions, plus exactement. Les interventions, oui. Parce que, alors déjà, les intervenants, en général, sont formés au lance-pierre. C'est trop cher de former correctement les gens. Et ils sont surtout payés au lance-pierre. C'est-à-dire que c'est quand même difficile de boucler la fin du mois et faire juste du raccord fibre. D'accord.
C'est pas assez rentable comme activité. Non, parce que les opérateurs sont pas prêts à le payer à son juste prix pour faire de la qualité. Et ça, pour toi, c'est le point qui est le plus sensible en termes de stabilité du réseau? Oui, clairement. Et sur le vieillissement du réseau, je veux dire? Oui, parce que voilà, ça vieillit. Il y a pour le coup des zones qui sont censées être éligibles à 100%. Moi, je peux pas avoir de FTTH chez moi. Tu n'es pas FTTH, donc c'est la fibre jusqu'à jusqu'à mon domicile. Jusqu'au domicile. Je ne peux pas l'avoir simplement parce que il y a un câble des deux, donc la distribution entre l'armoire de rue et le bâtiment, qui est endommagé. Et ça, faut le modifier, faut le changer. Oui, et ça fait plus d'1 an que j'essaye. Et pour le coup, ils n'ont pas le process. Ouais. Voilà. Parce que j'imagine qu'ils ont des équipes qui sont sur le déploiement et qu'ils n'ont pas forcément toutes les équipes pour venir ensuite réparer. Et puis en fait, les collectivités territoriales et le régulateur leur donnent la pression sur la cadence de déploiement. Tellement de pression d'ailleurs pour tenir les objectifs politiques que les chiffres que donnent les opérateurs sont rarement justes. D'accord. Voilà. Donc les fameux 50%, voilà, faut les prendre avec des pincettes. Ouais. Qui sont des chiffres de l'ARCEP. Hein. Oui, mais l'ARCEP ne peut composer qu'avec les chiffres qu'on lui donne. D'accord. Qui sont des chiffres fournis par les opérateurs. Oui. Donc il y aurait tendance, selon toi, à un petit peu enjoliver la situation. Certains plus que d'autres, oui. Mais notamment parce que les réseaux d'initiative publique, eux, ont des contraintes de calendrier fortes avec des pénalités qui sont établies. Ouais. Donc, pour les collectivités qui suivent correctement leurs délégataires, c'est un moyen, en fait, de leur taper dessus. D'accord. Et alors, justement, si on revient à ces fameuses armoires, et notamment la fibre dans les immeubles, par exemple, comment ça se passe? Est-ce que on avait souvent des petites pancartes dans les immeubles, des petites affiches, tel opérateur a raccordé votre immeuble à la fibre? Et c'est vrai qu'il y a une question que se posent beaucoup de gens, c'est mais est-ce que ça veut dire que je suis obligé de passer par cet opérateur? Alors, je connais plus ou moins la réponse, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'il y a cette petite affichette, ils sont obligés de passer par un opérateur. Eh ben, ça dépend d'où vous habitez. Ouais. C'est-à-dire que si vous êtes en zone très dense, donc dans les grandes villes, vous pouvez opter pour ce que vous voulez. Non, là pour le coup, il faut que l'opérateur soit physiquement présent dans le bâtiment. Ah ok, oui, pardon, voilà. C'est l'inverse. Alors que dans toutes les zones de mutualisation, donc au point de mutualisation de zone ou de rue, c'est les opérateurs qui sont présents à ce point de mutualisation. Et donc, ils vous diront, chacun sur leur site, si vous êtes éligible ou non. Et pour savoir quel est l'opérateur d'infrastructure, pour le coup, vous avez un outil très pratique, c'est Carte Fibre sur le site de l'ARCEP, qui vous dit quel est l'opérateur d'infra. Et donc, on peut assez facilement savoir quel opérateur de service va être présent sur tel opérateur d'infra. Mais moi, chez moi, par exemple, je vis en grande ville à Paris, j'ai pu prendre l'opérateur que je voulais. Parce que les 4 sont dans le même bâtiment. Ah oui, c'est ça. Voilà. Par contre, si tu veux une offre, je sais pas, par exemple de French Data Network ou d'un petit opérateur alternatif, FDN associatif, c'est pour ça que là, jusqu'à très récemment, c'était pas possible de les avoir parce que eux, ils peuvent pas aller raccorder tous les bâtiments. Oui, mais c'est ça. Mais quand je te disais que les 4, que tu as des choix en zone urbaine, on se pose pas la question. Il y a des petites affiches. Tel opérateur a raccordé votre immeuble, mais enfin, tu peux choisir l'opérateur que tu veux. Oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 opérateurs de services. Non, quand je dis l'opérateur que tu veux, oui. Non. Ouais. Alors, c'est une façon de parler. Parmi les 4, pour ça que je te disais ça, on n'est pas obligé de prendre parmi les 4 celui qui est sur la petite affiche. Non, mais parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Effectivement, et c'est pour ça que sur les zones mutualisées, en fait, chacun des opérateurs va aller rajouter sa petite plaque et finalement, tu les as... Au final, maintenant, c'est ça. Alors, un petit détail quand même, c'est que, je ne sais pas si tu te rappelles, au début des années 2000, combien il y avait d'opérateurs ADSL? Alors là, j'avais 13 ans. Des opérateurs ADSL, j'ai pas, je me souviens qu'il y avait évidemment Orange, France Télécom. Bon, il y en avait une trentaine. Ah oui, donc ça faisait beaucoup. Ensuite, il y a eu le dégroupage. Oui. Et puis, progressivement, donc le principe du dégroupage, c'est tous les opérateurs de services dépendent des infrastructures d'Orange. Donc, ils n'ont pas l'investissement dans le déploiement d'un réseau, mais il faut quand même mettre les équipements dans les différents centraux téléphoniques.
Et donc, il y avait un effet d'échelle qui a finalement invité les opérateurs à se concentrer entre eux. Et donc, en fait, l'ouverture à la concurrence des télécoms par le dégroupage a eu pour conséquence de passer de 30 opérateurs dégroupeurs à 4. D'accord. Donc voilà, en termes d'ouverture du marché, c'était pas tip-top. Et en fait, ce qui leur a vraiment fait mal, c'est que Free est né du dégroupage et leur a piqué des parts de marché en cassant les prix. Et ils avaient terriblement peur que ça puisse se reproduire sur la fibre. Et donc, le modèle d'architecture et de financement du réseau optique est conçu de façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir un nouveau Free. Mais on imagine qu'il faut, de toute façon, il faut des investissements assez colossaux pour arriver sur ce marché. Voilà, sauf que le ticket d'entrée, quand tu voulais commencer à dégrouper, c'était quelques dizaines de millions d'euros et puis tu grossissais zone par zone. Quand tu veux commencer à jouer sur la fibre, déjà c'est compliqué de jouer uniquement au régional, mais pour le coup, le ticket d'entrée, il est de plusieurs dizaines de milliards. Oui, donc de plusieurs milliards. Dizaines de millions. Non, pas loin du milliard. Pas loin du milliard, ouais. Plusieurs centaines de millions. Donc. Oui, parce qu'en fait, le modèle économique est prévu pour que tu aies besoin de 13% de part de marché pour flotter. Ce qui est monumental. Enfin, ce qui est monumental. Ouais. Et donc, tu es obligé de brûler du cash jusqu'à ce que tu aies... Oui, donc pour trouver des investisseurs qui vont accepter de brûler du cash, à ce niveau-là, ça va être compliqué. Tout ça pour un réseau fragile. Oui. Enfin, finalement, je suis d'accord. Après, quand même, moi qui ai vécu à l'étranger, j'observe quand même qu'en France, on est quand même, on est bien servi, et c'est pas pour lancer des fleurs aux opérateurs, mais deux, et surtout ça, c'est pas très cher quand même. Oui. On est quand même, pour avoir de la fibre, on est quand même un des pays où la fibre coûte le moins cher. Alors, je sais pas si c'est dans le monde, mais dans les pays européens, et alors aux États-Unis, au Canada, où j'ai vécu, c'est des fortunes. Et alors, donc finalement, j'ai une petite anecdote, tu dresses un portrait qui est assez critique, mais enfin, finalement, ce qu'on paye, in fine, par rapport à la qualité de réseau qu'on a, oui, il y a des pannes, oui, le réseau est fragile, mais c'est pas cher. La fibre n'est pas chère en France, je trouve. Oui, effectivement. Enfin, je trouve, quand on regarde les prix par rapport au reste. Maintenant, ça, c'est aussi lié à la spécialité de l'ingénierie française, qui s'appelle l'optimisation sous contrainte. Voilà, donc on a été capable... C'est une très grosse qualité dans ce secteur. Exactement. J'ai une petite anecdote pour le coup. Alors c'était pas encore de la fibre à l'époque, c'était du coax. Donc un copain qui bossait chez Numéricable. Et ils utilisaient des systèmes logiciels très compliqués pour certains services. Et donc, une fois, les ingénieurs américains sont venus. Et puis, à la discussion, ils leur ont dit, voilà, on fait de la télé, du téléphone, de l'Internet, très haut débit, illimité. On vend ça à 30 balles. Le mec, il dit, attends, je refais les calculs. T'as ça. Non, ça vaut $150. Bah non, nous, c'est 30 balles. Voilà. Oui, non, donc il y a une différence sur le coût des réseaux. Là-bas, la mutualisation, tu oublies. Ils ne bénéficient pas de l'historique des fourreaux. Donc, les territoires ne sont pas les mêmes non plus. Voilà, exactement. Mais en plus, comme il y a beaucoup moins de concurrence là-bas, pour le coup, voilà, ça vaut 150 balles, alors qu'on l'a historiquement à 30, maintenant c'est plutôt 45, avec les petites astérix et les hausses de coûts réguliers. Non, mais on est encore loin des $100 parce que après il y a aussi la solution Starlink qui va arriver. On fera une émission là-dessus. On pourrait faire une émission là-dessus, mais c'est vrai que finalement quand même l'observation c'est que on arrive à offrir, alors aussi par la concurrence, à offrir des tarifs qui sont assez accessibles. Tout à fait. Relativement accessibles. Maintenant, encore une fois, ça pose un problème de fragilité de ce réseau. Alors, il y a deux principaux problèmes. Déjà, les process de maintenance ne sont pas correctement prévus et il n'y a pas encore les ressources pour les mettre en œuvre. C'est-à-dire que ne serait-ce que détecter l'origine d'une anomalie, ça, les opérateurs refusent de le faire. Il suffirait d'activer la supervision optique sur leurs équipements et ils sauraient en temps réel où est-ce qu'il y a des problèmes. Et pourquoi ils ne veulent pas le faire ? Parce que c'est ce qui fait la différence entre une offre à 30 balles et une offre à 300 balles. D'accord, donc c'est ce qui coûterait beaucoup trop cher. Non, ça coûterait rien.
mais, si tu veux du supervisé, c'est des offres professionnelles à 300 balles. Ah oui, donc ce que je veux dire, c'est que ce que tu veux dire, c'est que c'est un choix commercial. Oui. C'est un choix purement commercial. Voilà. Donc déjà, on pourrait détecter les anomalies pour être proactif dessus. Ensuite, on aurait pu surprovisionner un petit peu le nombre de fibres installées, parce que c'est pas parce que ça coûte la fibre en elle-même, c'est la pose qui représente les 2/3 du prix. Et donc faire en sorte qu'il puisse y avoir plus de 1,1 ligne par logement, et encore quand c'est pas complètement ric-rac. Tu veux dire mettre un peu de rab ? Mettre un petit peu de rab, notamment quand tu veux avoir 2 lignes. Ouais. De 2 opérateurs différents pour X raisons, ça correspond à des besoins réels aujourd'hui que les opérateurs ont décidé de ne pas adresser. Alors que du temps du déploiement du cuivre, on avait toujours une marge de manœuvre. Donc quand il y avait une paire cassée ou que quelqu'un voulait une SDSL 4 paires ou etc., on était capable de fournir. Là, sur la fibre, boucle locale mutualisée, c'est mort. D'accord. Voilà. Et donc dans mon cas, en plus, où le réseau est mort et il n'y a plus de fibre disponible dans l'immeuble, pour le coup, ne pouvant pas avoir... Tu es en ADSL ? Non, je me suis fait tirer une fibre dédiée. Entreprise. Ah, entreprise, oui, c'est ça, voilà. mais ça coûte beaucoup plus cher. Ma ligne d'IG, normalement, en prix catalogue, elle est à peu près 500 balles, hors taxe. Oui, donc ça commence à chiffrer. Ouais. Mais il faut être une entreprise. Oui, ça vaut mieux. Après, tu peux passer par un opérateur associatif qui peut souscrire ce service et qui peut le vendre à un particulier. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas, Jérôme Nicole, d'être venu dans nos métadonnées. Alors, c'était un sujet assez technique. J'espère quand même que pouvoir éclairer ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Voilà. Alors pour le coup, mais c'est quand même un sujet passionnant, je trouve. Pour ceux qui veulent approfondir ou si c'était pas suffisamment clair, il y a fibre.wiki qui recense pas mal d'informations. On l'a créé notamment entre contributeurs du forum lafibre.info. Ouais. Voilà, qui est très, très dynamique justement sur tout ce qui est déploiement de fibres, suivi des opérateurs, etc. Et puis sinon, vous n'aurez pas de mal à me trouver sur Twitter. Oui, effectivement, on peut te suivre sur Twitter. Merci encore d'avoir été avec nous dans Métadonnées. Et vous pouvez retrouver évidemment Métadonnées sur toute votre plateforme de podcast, sur le site Tech & Co et sur YouTube. Merci et à très vite.